Ils veulent soulager les contraintes de l'occupation et permettre à la France d'être traitée d'égal à égal. Pour cela, ils n'entrevoient qu'une seule politique, la collaboration avec le vainqueur. C'est dans le train qui le ramène d'Espagne qu'Hitler va finalement trancher. Il décide de s'arrêter à Montoire-sur-Loire et invite Pétain à le rencontrer. Ce sera leur première et dernière rencontre. Pétain et Laval sont d'accord pour engager une collaboration d'État pour laquelle ils demandent 3 contreparties. Un assouplissement de la ligne de démarcation, une baisse du tribut financier et la libération des prisonniers. Hitler prend note, mais ne répond sur rien. Pour lui, la collaboration ne se fera qu'à sens unique. La collaboration économique verra bientôt 80% des constructions automobiles et 100% des constructions aéronautiques destinées à l'effort de guerre allemand. La France enverra aussi vers l'Allemagne la moitié de sa production sidérurgique et les 3/4 de son minerai de fer. Le pays est en train d'être saigné à blanc. Ainsi, une grande partie de la production agricole est envoyée en Allemagne. Contribuant avec le blocus maritime à plonger le pays dans la misère et la famine. Désormais, on ne s'alimente plus qu'avec des tickets de rationnement. Et c'est Göring lui-même qui fixe le nombre de calories nécessaires. 2000 pour un adulte actif, à peine 690 pour une personne âgée. Depuis le printemps 1942, la guerre qu'Hitler mène contre l'armée rouge épuise la Wehrmacht. Le Führer doit vider les usines de ses ouvriers pour les envoyer sur le front de l'Est. Il veut compenser ce manque d'hommes par de la main-d'œuvre étrangère. Pour cela, il convoque à la chancellerie Fritz Sauckel et le charge d'organiser le recrutement général des ouvriers de l'Europe occupée. Sauckel se rend immédiatement à Paris et réclame 250 000 hommes. Il conclut, si la France veut vraiment collaborer, qu'elle le prouve. Et Pierre Laval essaie de lui prouver. Il imagine un système basé sur un devoir moral, la relève. Si un Français part volontairement travailler en Allemagne, un prisonnier reviendra chez lui. Hitler accepte immédiatement, mais il impose 3 ouvriers qualifiés contre un seul prisonnier. Le rapport de force, encore et toujours. C'est durant ce rude hiver que Pierre Laval leur inflige une nouvelle contrainte, le STO, service du travail obligatoire. La relève, en effet, n'a pas fonctionné. À peine 50 000 Français sont partis travailler en Allemagne. Et les Allemands exigent toujours 200 000 travailleurs. Cette fois, il n'est plus question de volontariat, mais de travail forcé, interdit par les lois de la guerre. À partir de février 1943, plus aucune possibilité d'échapper au départ pour l'Allemagne. La collaboration censée protéger les Français les expose en première ligne.
et le STO devient la loi la plus impopulaire de Vichy. Deux semaines après cesse par l'armée allemande, il fonde la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Le bolchevisme est devenu le nouvel ennemi de l'Europe nazie. En s'engouffrant dans ce combat, la collaboration franchit un cap. Des Français vont porter volontairement l'uniforme allemand et combattre aux côtés de la Wehrmacht. Pétain lui-même apportera sa caution en adressant un télégramme. La LVF détient une part de notre honneur militaire. L'honneur militaire a ce jour-là la couleur du salut nazi. Ça y est, des Français portent l'uniforme allemand, l'uniforme de l'ennemi. Ce sont les premiers engagés de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Ils viennent de combattre sur le front russe, aux côtés de la Wehrmacht. Fernand de Brinon, l'ambassadeur de Vichy, est venu distribuer quelques médailles aux rescapés. Des Français meurent pour le Troisième Reich, avec le soutien du régime. La collaboration vient d'atteindre un de ses sommets. L'occupant décide l'internement des Juifs étrangers et apatrides dans les camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Des camps gérés par les gendarmes français. La politique antisémite de Vichy se synchronise progressivement avec la logique nazie. Reinhard Heydrich, l'architecte de l'extermination de tous les Juifs d'Europe, vient à Paris sur ordre d'Hitler. Immédiatement, Heydrich convoque Brinon et Bousquet. La collaboration doit maintenant passer par une totale soumission de la police française, qui gardera l'apparence de son indépendance. L'enjeu, la répression et le sort des populations juives de la zone occupée. La 8e ordonnance allemande impose aux Juifs de la zone occupée le port de l'étoile jaune. Trois par personne, distribués dans les commissariats et les préfectures. Sommet du cynisme, elles sont payantes et coûtent 1 point textile prélevé sur les cartes de rationnement. Après le port de l'étoile, Oberg exige de la France la déportation de 100 000 Juifs. Pierre Laval hésite. Comme toujours, il cherche à négocier. Au final, ce sont des policiers et des gendarmes français qui arrêteront les Juifs étrangers. Car il impose un distinguo entre Juifs étrangers et Juifs français qu'il prétendra ainsi protéger. Il poursuit cette politique de troc humain en proposant d'y inclure les enfants et les adolescents entre 2 et 15 ans. Il s'explique devant le Conseil des ministres le 10 juillet 1942. Dans une intention d'humanité, je suggère que les enfants soient autorisés à accompagner leurs parents. Mais la réalité est tout autre. Le sort des enfants pose à Laval un problème pratique. Comment gérer les 4000 enfants qui vont être privés de leurs parents ? La question surprend jusqu'à Berlin, qui met 10 jours à répondre. Le 14 juillet, Adolf Eichmann, coordinateur de la destruction des Juifs, téléphone sa réponse. Les enfants peuvent être déportés. Dès le lendemain, René Bousquet ordonne une grande rafle dans la capitale.
Ces arrestations sont rendues possibles grâce au travail d'André Tullard, sous-directeur des affaires juives à la préfecture de police, qui a réalisé un gigantesque fichier de 150 000 noms. Les 16 et 17 juillet 1942, la police française procède à Paris à l'arrestation de 12 884 juifs étrangers et apatrides. La plupart sont parqués au Veldiv, première étape de leur martyre qui les conduira vers les camps de la mort. Durant la seule année 1942, 43 000 juifs, dont 6 000 enfants, seront ainsi déportés.